UB, la plateforme controversée en immobilier du Québec. Je vous présente l'entrepreneur fondateur Antoine Routier. Il nous parle de justement d'où elle vient l'idée de déranger une industrie qui a la misère à innover. Par la suite, le gros sujet à démystifier, est-ce que UB fait du vol de données? Et vous allez le découvrir dans cet épisode. Et finalement, le pouvoir de la collaboration. Donc, on peut voir Éric Gravel et la famille Abbatello qui sont venus se joindre à ce projet-là. Comment et pourquoi et c'est quoi la valeur ajoutée? Tout ça, vous allez le découvrir dans cet épisode-là où est-ce qu'on veut mettre de l'avant un sujet controversé. Donc, restez à l'écoute pour cet épisode-là avec beaucoup d'informations. Merci, bonne écoute. Et je voudrais remercier notre fier partenaire, Salvatore. Vous savez déjà, non seulement ils font partie de la conversation de ce podcast, et laissez-moi vous partager ma dernière pizza que j'ai trouvée. Donc, c'est une croûte mince, pepperoni, extra fromage avec une sauce marinara. Et je vous encourage à aller l'essayer. Donc, encourager Salvatore, c'est encourager le podcast. Utilisez le code promo YSP. Pour votre prochaine commande en ligne, recevez 10% sur votre facture. Et comme je vous dis, encourager Salvatore, c'est encourager le podcast. Merci beaucoup et merci à notre partenaire. Hey, what's up, guys? C'est Ray Antonio pour un autre podcast avec Yellow Seat. Ben, j'ai ici à côté de moi Antoine Routier, un entrepreneur et co-partenaire dans la plateforme UB. Salut! Ça va? Ça va bien toi-même? Yes, super. Merci d'avoir fait le voyage de Québec à Montréal. Ça fait plaisir. Cool. Fait qu'en ce moment, genre, ça se passe bien. T'es-tu dans une bonne forme avec tout ce qui se passe? Ouais, ben on travaille fort. Mais là, la poussière commence à retomber. Ça fait plus d'une semaine qu'on est ouvert. Là. OK, intéressant. Fait que j'ai hâte de voir ça. Fait que dans le fond, regarde, ici, c'est... Allez, moi, la curiosité que j'ai derrière ça, c'est vraiment mieux comprendre c'est quoi la plateforme, pourquoi ça dérange. Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment quelque chose de trop innovateur ou peut-être le Québec qui est juste pogné dans un statu quo qui a la misère à s'en sortir? Ça, c'est, je vois les grandes questions que je vois dans les médias sociaux. Puis, surtout avec les plateformes de médias sociaux, n'importe quoi peut aller. Puis, ça, on dirait qu'à chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe. Puis, à chaque semaine, il y a juste une nouvelle division de 2 groupes. Il n'y a pas genre 3 groupes. Il y a tout le temps droite et gauche. Noir et blanc, bleu ou rouge. Fait que j'ai hâte de voir vraiment comprendre ta perspective derrière ça, vraiment comment tu l'as vécu. À première vue, tu as l'air d'un gars qui est assez réservé, qui est pas. Tu sembles ne pas être une personne que je dirais qui s'expose énormément devant la caméra. Mais ici, je pense que tu es en train de briser la glace. Et surtout, t'es mêlé dans une controverse que ça dérange justement. Puis quand les choses dérangent, on s'entend qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comment, tu sais, vraiment faire partie de justement une grande discussion. Ben écoute, on commence par où? Essentiellement, je pense que ce qui serait super important, c'est au moins de comprendre qui tu es. OK. Ben, premièrement, en effet, là, je suis plus réservé. Là, je suis plus un gars de chiffres, d'automatisation, d'ordinateur qu'un gars de marketing puis de communication. Là. Mais on me coach beaucoup. On me dit comment ça fonctionne. Puis j'ai accès à une équipe qui est super compétente. Fait que je pense que je développe ces aptitudes-là. Mais ça fait pas partie de moi originalement. Je suis un gars qui a tout le temps trippé sur les mathématiques, les ordinateurs, la physique. Puis j'ai étudié en génie industriel. Donc j'ai un bac en génie industriel. Puis j'ai jamais été ingénieur, par contre. Je n'ai pas payé l'ordre. Mais j'ai poursuivi mes études après ça en commerce international. J'ai fait du commerce international pour une entreprise de meubles de Victoriaville. Puis par la suite, quand la pandémie a frappé, tout ce qui est commerce international a fermé. Puis les boutiques qui avaient beaucoup de brick and mortar ont ralenti beaucoup leur développement. Donc je me suis posé la question, c'est quoi qui allait prendre la valeur dans le futur? Puis j'avais déjà une expertise à l'international, donc j'ai accompagné. En fait, je suis retourné me former en commerce international, mais plus au petit colis puis à la logistique du petit colis. Donc j'accompagnais des manufacturiers québécois à vendre aux clients directs à l'international. OK, t'as raison. Ouais. Puis ça, je le faisais pour une boîte de Québec pendant 3 ans. Puis après, j'ai décidé de partir à mon compte puis le faire pour mes propres clients dans ma propre entreprise.
L'entreprise que j'ai fait croître à peut-être une douzaine de clients au maximum, puis on travaillait 3 gars sur ces mandats-là. Par contre, j'ai vite réalisé que chez ces clients-là, les plans de vente puis les performances de vente, c'était bien beau, là. Mais ce qu'eux voulaient savoir, c'est comment ça se passe dans le marché où je viens d'intégrer. Puis pour savoir comment ça se passe dans ce marché-là, il y avait beaucoup de données à aller chercher en temps réel pour être en mesure de donner des business insights à ces manufacturiers-là qui faisaient des tests de vente à l'international. Donc, j'ai dû développer une expertise à l'interne en gestion de données massives, en intelligence artificielle et en machine learning. J'étais allé chercher des gars, puis je suis moi aussi retourné aux études en open learning, là, des cours en ligne gratuits sur la science de données puis l'intelligence artificielle. Guys, je voudrais remercier notre nouveau partenaire aussi qui s'est joint à l'équipe sur la famille Yellow Seat. Donc, vous pouvez le voir, le beau veston que je porte. Donc, c'est mon nouveau style. Maintenant, je suis beaucoup plus mature, comme vous pouvez le voir. Regardez, ça fait 5 ans que je fais ça. C'est sûr que le style vestimentaire devait évoluer, mais aussi le partenaire qui vient avec. Donc, si vous êtes à la recherche d'un costume pour un mariage, pour une soirée, date night, pour la business ou juste pour faire un podcast ici avec moi, donc allez checker notre partenaire Middleman. Et d'ailleurs, ils sont sur notre rue de Black Box Media. C'est le 8815 Avenue du Parc. Et vous leur dites que ça vient de Yellow Sea Podcast, selon de Ray qui vous envoie là-bas. Donc, comme je vous dis, c'est très abordable. Il y a beaucoup d'options. Il va y avoir la nouvelle collection d'été qui s'en vient. Donc, ne manquez pas votre chance de vous différencier. Moi, je me sens super bien. Puis, j'encourage n'importe qui veut vraiment aller avec cette image-là. Encouragez. Middleman. Let's go. Puis tout ça me menait un jour à une de mes amies qui est courtière, qui avait un projet dans le monde de l'immobilier. Puis elle me disait, j'aimerais ça avoir de l'aide, j'ai jamais eu d'équipe, jamais eu d'incorporation, jamais levé de cash, mais j'ai une bonne idée, puis j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Puis moi, j'étais déjà à mon compte, j'avais déjà eu d'autres business. Fait que j'ai dit, je vais faire le saut avec toi. Donc, on a monté une business dans le monde de l'immobilier qui, règle générale, créait des leads pour des courtiers immobiliers. Ouais, je Puis comprends ça. j'ai rapidement appris que si je voulais être payé de manière légale dans ce projet-là, je devais être courtier immobilier parce que tu ne peux pas faire un partage de commission à quelqu'un qui n'est pas courtier immobilier. Donc j'ai dit pas de trouble, je vais aller faire mon cours. Fait que je me suis inscrit au collège de l'immobilier, puis je suis devenu courtier immobilier. J'ai continué d'évoluer dans ce milieu-là pendant quelques temps. Puis vers la fin, on avait 3 courtiers qui travaillaient avec nous sur les leads qu'on générait, puis nous, on prenait des cotes sur les leads de courtier immobilier. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à compter comment ça coûte un courtier immobilier versus comment ça travaille, puis de me poser des questions sur le modèle d'affaires, pourquoi il est comme ça, pourquoi il n'est pas différemment, puis ce serait quoi les autres options d'un modèle d'affaires de courtier immobilier. Puis c'est un monde qui est très traditionnel, puis je pense que c'est une force pour moi d'arriver d'un milieu totalement à l'ouest de ce monde-là. C'est quand je suis rentré dans le milieu puis j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, mon cerveau de gars de mathématiques ne pouvait pas catcher chacun des aspects du travail d'un courtier immobilier, puis encore moins son pricing. Fait qu'un bon jour, je me suis réveillé puis j'ai dit avec les courtiers immobiliers avec qui je travaillais que, selon moi, l'avenir du courtage immobilier, c'était du courtage à juste prix ou abordable. Parce que présentement, l'offre qu'il y avait dans le marché, c'était 4-5 %. Tout le monde travaille de la même façon. Puis quand tu prends un courtier immobilier, c'est le big deal à tous les coups, là. Il te prend en charge, c'est tout le temps un service de luxe, c'est tout le temps un service gant blanc. Il n'y avait pas d'entre-deux avec du proprio ou t'as rien. Fait OK, oui, je viens de comprendre quelque chose de très massif, ce que tu viens de dire. Ouais. Puis je fais rien que finir l'intro, c'est que finalement, moi étant un gars de chiffres, de maths, d'optimisation, de processus, d'intelligence artificielle, ça ne me rentrait pas dans la tête non plus qu'on travaillait encore dans ce domaine-là avec papier-crayon, à copier-coller des données puis à rentrer plein de formulaires manuellement. Fait que là, je voyais un monde qui était désorganisé et qui avait aucun besoin de travailler plus efficacement. Puis, tu sais, dans le monde, dans tout autre secteur, il y a de la pression d'être performant puis de travailler efficacement. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi ce secteur-là, il n'y avait pas de pression de travailler efficacement puis que tout le monde faisait de la belle argent à travailler à 4-5 %. Fait que tu penses-tu que, admettons, les courtiers justifient qu'ils font genre des montants assez, tu sais, vraiment supérieurs que peut-être la moyenne parce qu'ils doivent gérer de la paperasse, doivent faire des suivis, doivent être présents les soirs, les fins de semaine. Donc, c'est pas du temps, c'est du temps hors la famille. Tu sais, vraiment un mode de vie un peu atypique que la majorité. Fait que pour cette Ouais. raison-là, je mérite plus d'argent.
Ben, c'est tout à fait vrai, tout ce que tu viens de dire. Puis l'argent est mérité. Mais personnellement, je ne comprenais pas non plus pourquoi une maison bien placée dans la ville de Québec, exemple à 350 000 à 400 000, que ton expérience de courtier immobilier te permet de définir qu'elle va se vendre en claquant des doigts. Tu chargeais le même montant qu'une maison qui est au fond d'un rang, qui va être très difficile à vendre. Puis ton expérience de courtier te permet de dire ça, c'est facile à vendre, ça, c'est dur à vendre. Pourtant, c'était le même pricing. Mhm. C'est plus à ce niveau-là que je me dis, le courtier immobilier, il est capable de savoir ce qui est facile ou pas à vendre, puis il pourrait ajuster son pricing en conséquence pour faire bénéficier le client que sa maison est facile à vendre, au détriment du client que sa maison est dure à vendre. Je comprends. Puis l'autre point, c'est que le courtier immobilier il passe beaucoup de temps à travailler sur des horaires atypiques, puis il travaille très, très fort. Ça, on ne dit pas l'inverse. Mais il passe la majorité de son temps à essayer de trouver de la job et non à faire des transactions immobilières. Et il va passer, puis benchmark de marché, je ne le connais pas, là, mais de ce que j'ai vécu, c'est au moins 50% de son temps à prospecter et à faire du marketing pour créer des mandats. Fait qu'il passe 50% de son temps à signer des contrats de courtage, puis le restant, 50% de son temps, à faire les transactions immobilières. Fait que nous, ce qu'on dit aux courtiers qui travaillent avec nous, c'est voici une plateforme qui te donne des leads pour un prix qui est très modique, mais passe tout ton temps à faire la transaction. Fait que charge moins cher au client, mais passe tout ton temps à faire la transaction. Hmm. Fait que techniquement, tu devrais être capable de faire plus de transactions avec moins de commissions, mais en bout de ligne, tu devrais faire genre peut-être des revenus similaires ou plus parce que tu fais plus de quantité. Ouais, ben exemple que tu viens chez nous puis que tu te dis moi je soumissionne. Si pour toi le benchmark de ton quotidien, c'est 50% du temps je trouve des mandats, 50% du temps je fais des transactions immobilières, ben viens chez nous, charge 40% moins cher. Le lead, quand tu gagnes le processus de soumission, te coûte 195 $. C'est pas 50% de la commission. Mhm. Fait que je charge moins cher au client, le client va en bénéficier. Toi, tu vas faire juste des actions de transactions immobilières, de vendre un bien immobilier. Puis laisse tomber tout le cold call, le porte-à-porte, les flyers, le marketing web. T'sais, viens charger le juste prix au client, tu vas gagner des mandats, tu vas faire des tâches de courtier immobilier dans une transaction immobilière, puis laisse tomber tout ce qui est le marketing que tu avais besoin avant pour générer des mandats. Fait que techniquement, ta plateforme, elle va juste couper tout ce qui est prospection puis donner juste des leads de l'avant au courtier. Ouais, ben c'est exact. Nous, on met l'emphase sur ton expérience, le nombre de listings, fait que c'est quoi ta présence dans le marché, une vidéo de présentation, puis le prix que tu charges au client. Le dos. Je vous remercie encore une fois pour croire en nous, croire en ce projet-là que je pensais jamais ça allait sortir de mon sous-sol, mais du fait qu'on a des partenaires ici qui nous encouragent et vous, ben regardez, ça me tient à cœur. Merci encore, guys, à tous nos fans, nos abonnés. Continuez et passez le message. Merci. Ça, le courtier doit payer pour, mettons, avoir Ouais, cette ben fiche-là. en fait, comment ça fonctionne dans la plateforme, c'est qu'un client qui veut vendre chez nous, il peut décider d'entrer de jeu de vendre avec un courtier immobilier ou de vendre seul. Dans la même plateforme, il y a les deux options. Puis partout dans son parcours de vente seul, il peut décider de retenir les services d'un courtier immobilier. Puis quand il dit finalement, j'aimerais ça avoir un courtier immobilier, il va dire il est rendu où à peu près dans le processus. Nous, on prend cette information-là, puis l'information générique de sa fiche de propriété. Puis on dit à tous les courtiers immobiliers du secteur qui travaillent avec nous, voici une propriété pour laquelle le vendeur cherche un courtier immobilier. Puis là, on dit à tous ces courtiers immobiliers-là, en fonction de l'information qu'on vient de vous transmettre, envoyer une soumission à ce client-là à prix fixe. Ils ne peuvent pas mettre des pourcentages, ils doivent mettre un montant forfaitaire. Puis là, le client, lui, de l'autre côté, 24 heures après, il va recevoir toutes les soumissions des courtiers immobiliers qui veulent travailler pour vendre sa maison. Puis là, avec le nombre d'années d'expérience, ses reviews, une vidéo de présentation, puis son pricing, il va sélectionner le courtier avec qui il veut travailler. En fond, tu as fait le Uber des courtiers, puis l'immobilier, puis qui rattache aux vendeurs. Je ne sais pas si on peut le comparer à Uber, là, mais nous, on a dit aux clients, voici une façon simple de comparer tous les courtiers immobiliers. Puis on a dit aux courtiers immobiliers, voici une façon sans risque de venir proposer vos services. Fait que le courtier, il y a une fiche. Ça, genre, oh, lui, c'est un très bon courtier, il est capable de vendre ça, puis ça chez le client. Fait que c'est juste les matchs. Oui, exact. Puis le courtier, il n'y a pas de frais pour ouvrir son dossier, il n'y a pas de mensualité, il n'y a pas de frais pour soumissionner. Puis si le client le choisit, ça coûte 195 $.
Fait que, le risque est très faible. Fait que ça, c'est là où, dans le fond, ton modèle d'affaires, c'est sur 195 $. Vous faites votre argent Ouais, sur ça, exact. sur la transaction, mais c'est un montant fixe. Puis 200 $, regarde, c'est raisonnable. Ça. Ouais, puis on s'entend que quand tu payes le 200 le client, il a vu tes ratings, il a vu tes années d'expérience, il a vu combien tu as de listings actifs, il a vu une vidéo qui te présente, il t'a comparé au courtier immobilier du secteur, puis il a dit c'est avec lui que je veux faire affaire. Puis le 2 que tu fais référence, donc un courtier qui va de, mettons, une commission habituelle d'entre 4-5 %. Maintenant, toi, ce que la plateforme suggère, c'est qu'elle soit à 2 %. Non, on lui dit tu dois Ça, c'est la soumissionner. règle. Non, en fait, il Non? n'y a pas de standard dans le marché. Je dirais que le benchmark habituel, c'est 4 à 5 mais les courtiers immobiliers peuvent travailler comme ils veulent, autant en Fait qu'il veut. pourcentage qu'en frais forfaitaires. Mais nous, on a dit on préfère les soumissions à prix fixe, fait qu'en dollars. Fait qu'un courtier immobilier va voir tel type de propriété, le vendeur il est rendu à tel endroit, la maison est dans tel secteur. Ben, moi, pour compléter cette vente-là, je vais te charger 10 000 au lieu de dire 4 OK. Puis comment ça a été reçu, juste, mettons, le forfaitaire envers les courtiers? Tu sais, mettons, les courtiers que toi, tu avais, à qui tu as travaillé, j'imagine qu'ils devaient avoir une grande influence sur peut-être la prise de décision, sinon leur expérience, comment ils voient les choses. Oui, ben tout ça, c'est fait à l'intérieur d'à peu près 1 an. Puis moi, j'ai vendu mes parts dans le projet précédent. Puis en fait, c'est quand j'ai parlé avec mon associé du temps, je disais, moi, je pense que c'est ça l'avenir du courtage. Elle était d'avis que l'avenir du courtage, c'est le courtage de luxe gant-blanc. Fait que, tu sais, c'est peut-être elle, c'est peut-être moi qui ai raison, on le sait pas. Mais puis les deux modèles d'affaires sont bons, mais comme on n'avait pas la même vision, j'ai préféré me retirer puis d'aller travailler mon propre projet. Fait que je suis revenu tout seul à la maison, puis j'ai dit, OK, ben maintenant, comment je fais pour offrir aux clients une option d'accès à un courtier immobilier au juste prix? Fait que, tu sais, je suis parti de cette réflexion-là seul. Puis c'est un monde qui est très légiféré, le Ouais, courtage immobilier. Puis certains modèles d'affaires dans le passé étaient voués à l'échec à cause de la loi sur le courtage immobilier, entre autres. Puis en fait, pour être bien conseillé, je suis allé chercher une avocate qui est spécialisée dans le domaine. Puis pendant plusieurs semaines, voire mois, on avait des échanges sur des modèles d'affaires possibles. Puis on a fini par définir le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Fait que je vous dirais que c'est plus en échangeant avec cette avocate-là, puis d'autres courtiers immobiliers du secteur, surtout des nouveaux courtiers, je dirais des courtiers qui ont peut-être 1 à 5 ans d'expérience, là, qu'on a pu définir le modèle d'affaires. Puis la réception du modèle d'affaires a été polarisante, là. définitivement. Il y a des courtiers immobiliers qui se disent ben moi, j'ai tout le temps fait 5 ma business, ça va bien, puis je vois pas pourquoi je chargerais moins cher. Puis il y a d'autres courtiers qui disent ben moi, j'aimerais ça charger moins cher puis me démarquer par autre chose que mon visage sur les réseaux sociaux, là. Puis si j'avais à mettre un chiffre, je dirais qu'on a peut-être 30 des courtiers immobiliers qui ont bien réagi, puis 70 des courtiers immobiliers qui ont peur. Puis est-ce que la seniorité du courtier peut être une raison pourquoi certains sont en faveur vers ton modèle d'affaires, contrairement à les plus expérimentés ou est-ce qu'ils sont habitués? Tu sais, des fois, c'est dur de changer la perception de quelqu'un qui a du succès à faire la même action tout le temps. Ben, c'est sûr que le message qu'on a tenu dans les médias sociaux, c'était très axé sur les commissions parce que c'est là que nous, on veut changer le modèle d'affaires. Puis ça a été perçu par les courtiers immobiliers qui ont beaucoup de volume comme une tentative de toujours pousser à la baisse. Euh, Puis il y avait plein de zones de flou qui a fait que ça a créé de la confusion chez ces courtiers-là. Mais le point, c'est que si tu es un bon courtier immobilier avec de l'expérience puis une forte présence dans le marché, ben, tu devrais pouvoir charger plus cher que les autres courtiers immobiliers qui ont moins d'expérience. Fait que c'est là Puis que c'est tu tout à justifies le fait, modèle d'affaires forfaitaire. ben, c'est tout à fait normal de le voir ainsi. Puis ce que je veux dire, c'est qu'un courtier immobilier qui est bon, ne pas avoir peur de ce modèle-là, s'il est en mesure de justifier ses prix versus un courtier immobilier plus junior qui chargerait moins cher, il va garder la même business, là. C'est dangereux pour un courtier immobilier qui charge cher et qui n'est pas bon. Ah. C'est pour eux que c'est dangereux. Fait que c'est eux tu penses que c'est eux qui se plaignent le plus? Je dirais que ceux qui se plaignent le plus, c'est peut-être les formules d'équipe présentement. Parce que nous, on dit aussi à leurs membres, si moi je suis un courtier immobilier qui a une large équipe de courtiers qui travaillent pour moi, puis j'ai l'habitude de prendre partout entre 30 et 50 des commissions pour lesquelles eux travaillent. Fait que si moi je suis un courtier immobilier qui est sous un chef d'équipe,
puis je fais 10 000 de commission sur une transaction, ben après ça, je vais aller donner 4 000 à mon chef d'équipe parce que c'est le chef d'équipe qui a apporté la job. Ben là, nous, on va dire à tous les membres de cette équipe-là, analysez à savoir si ça vaut encore la peine de donner 40% à votre chef d'équipe. Avez-vous pensé charger 40% moins cher chez nous puis avoir des clients pour 195 $? Je comprends. Là, je comprends. Dans le fond, tu veux juste couper le middleman. Ouais, exact. Fait que c'est là que ça vient encore là. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes à un modèle d'affaires Uber où est-ce que tu fais juste couper genre le milieu juste pour aller directement à la source, le vendeur et, admettons, dans le cas ici, le courtier. Ouais. OK, c'est intéressant. Parce que regarde, j'ai déjà travaillé dans un modèle plus médical où est-ce que c'était une plateforme pour des prises de sang à domicile. Fait qu'on avait un pôle d'infirmières, puis on avait un pôle de gens qui voulaient faire des prises de sang à domicile au bureau. Fait que la plateforme, elle avait juste connecter un et l'autre. Ah, regarde, cette infirmière-là est dans ton secteur, elle a X nombre d'années d'expérience, elle est disponible là. Fait que le monde, il se connecte de cette façon-là. Fait que je vois une similitude dans le modèle. Ouais, exact. Puis, OK. Puis, j'avoue que l'argument est quand même assez intéressant. Fait que si tu dis, donc, je donnerais pas à la bannière ou sinon, tu sais, vraiment à mon groupe, le 40%, puis je vais faire le même argent, puis peut-être avoir, quoi, dans le fond, la plateforme va me permettre d'aller trouver tous les leads qui sont là. Oui, puis tu sais, si ton chef d'équipe vaut pour toi 40% de toutes tes commissions parce qu'il t'aide à te former, il te coach, il te donne des trucs, ça vaut la peine que tu restes là. Mais si tu es un très bon courtier immobilier, fait que tu es bon pour vendre un bien immobilier, puis tu es bon pour mener à bien la transaction, tu connais bien les documents. Tu sais. Si tu es bon pour faire des transactions, mais tu es moins bon en marketing pour te générer de la job, ben une plateforme comme la nôtre est parfaite pour toi. OK, je comprends. Puis justement, tu sais, je peux voir aussi l'angle dans une équipe où est-ce que c'est sûr que le chef d'équipe va peut-être favoriser de donner les leads aux plus performants. De temps en temps, donner un lead qui a l'air facile au moins performant, pour lui donner genre de l'argent encore. Là. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut juste donner à lui qui ne performe pas. Tu veux que ça close. Ouais, ben, puis tu sais, c'est pareil. Pour ce qui est des structures d'équipe, je pourrais pas dire, puis sont probablement toutes différentes. Là. Mais chez nous, c'est le même principe. C'est que là, les courtiers immobiliers, à chaque transaction qu'ils font avec un de nos clients, le client est automatiquement suivi pour savoir comment ça se passe, puis rater le courtier. Mhm. Fait que si le courtier il a été pas bon, ben nous, on le déclasse. Puis là, il va pouvoir faire. Parce qu'il va être moins bien placé dans nos résultats de courtier. Puis si au contraire, il a été super bon, ben là, nous, on le surclasse pour que dans les prochaines demandes de soumission, il apparaisse comme dans le top. Là. Depuis, là, ça fait combien de temps que tu es dans le projet, tout seul, puis jusqu'à maintenant? Ça fait quoi, 1 an? J'ai lancé le projet seul d'août l'an passé, fait qu'à août 2024. J'ai embarqué Éric Gravel au courant du mois d'août 2024 aussi. Puis quelques semaines après, le groupe Abatiello rentrait dans le projet. Puis je dirais qu'on a ouvert les valves, commencé le développement, puis mis la machine en branle autour du mois de novembre Tu 2024. vois, tu devances un peu mes questions, fait que j'allais directement au but. Bon, Éric Gravel, il en parle fort. Ouais. Fait que j'ai vu quelque part dans un de ses posts, il dit que c'est pas un actionnaire, c'est pas. C'est quoi son rôle parce qu'il encourage énormément la plateforme? Ouais, ben pour commencer, quand je te dis j'étais chez nous tout seul à penser au modèle d'affaires, le modèle d'affaires qu'on a pu définir comme viable, légal et intéressant avec l'avocat, c'était de permettre au client d'avancer le plus possible seul dans sa transaction. Puis au moment où il se sent plus capable ou qu'il a besoin de support, il prend un courtier immobilier. Parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on rapproche le courtier immobilier de la clôture de la transaction, puis on a fait abattre au client certaines tâches qui ont de la valeur ajoutée, comme une évaluation professionnelle ou des photos professionnelles. Fait que quand le courtier immobilier rentre dans la transaction, euh, il peut se permettre de charger un peu moins cher parce qu'il est près du paiement, Mhm. puis il y a des tâches à valeur ajoutée qui sont faites. Mais pour permettre à un client d'abattre ces tâches-là, il nous fallait une plateforme d'affichage immobilier. Puis cette plateforme-là, ben, elle n'existait pas, il fallait la faire. Puis moi, je connaissais déjà Eric, ça fait peut-être 5 ou 6 ans qu'on travaille ensemble. Puis il avait lancé l'idée de Yubi, il y a peut-être 2 ans. Puis lui, il faisait ça avec un de ses chums qui était bon en tech aussi dans ce temps-là, qui est décédé du jour au lendemain. Oh. Fait que tout ça pour dire qu'il avait pris Yubi, il l'avait mis sur la tablette. Puis quand moi, je me suis rendu compte qu'il me fallait une plateforme d'affichage immobilier, j'ai appelé Eric puis j'ai dit « Hey, il se passe quoi avec
avec Yubi parce que là, il me faut une plateforme d'affichage immobilier pour mon modèle d'affaires. Fait que j'étais allé rencontrer Eric, puis à ce moment-là, lui, ça ne tentait pas pantoute de relancer ça. Il y avait bien d'autres chats à fouetter. Puis il m'a dit, ben, pars avec tout ce que j'ai de fait, puis paye-moi quand tu veux ce que tu veux. Là. Je te fais confiance, on se connaît depuis longtemps, puis bonne chance dans ce projet. Puis 2 ou 3 semaines après qu'il m'ait transféré tout ce qui existait déjà de Yubi, à ce moment-là, lui n'était pas actionnaire. Il m'avait juste dit, voici tout ce que j'ai, paye-moi quand tu veux. Il m'a rappelé, puis comme, pif, qu'est-ce que tu fais avec ça finalement, ça avance-tu? Puis moi, étant craqué de nature, j'avais un bon bout de chemin de fait. Puis là j'ai trigger sa fibre entrepreneuriale. Là, il était comme, OK, ben, je peux pas passer à côté du bateau. Là. D'un, t'es parti beaucoup trop vite. Puis de 2, c'est vraiment intéressant où tu t'en vas puis ce que tu penses faire du projet que j'avais commencé. Fait que là, je veux plus que tu me l'achètes, je veux embarquer avec toi. Fait que là, il a rembarqué dans le projet. Puis c'est quelques semaines après qu'on avait une ronde de golf avec Guillaume Abatiello. Ah. Puis c'est là avec Guillaume, ben en fait, moi et Eric, on parlait de Yubi. Puis là, Guillaume, ben ça a trigger sa fibre entrepreneuriale aussi parce qu'ils font beaucoup de transactions immobilières par année, là, autant dans la famille du résidentiel que dans le business commercial. Et il dit, je pense qu'il y a de quoi au bout de cette idée-là, puis j'aimerais ça en faire partie. Fait que là, on a pu avoir quelques échanges, là, puis finalement, ils ont intégré l'actionnariat eux autres aussi quelques semaines après. Ouais, ça, c'est impressionnant de voir, tu sais, puis la famille Abatello, en ce moment, ils sont sur une vague au Québec, tu sais, c'est dur de passer inaperçu. Comme tu peux le voir, ils sont ici, même présents avec nous. Fait que Guillaume est embarqué dessus, mais lui, admettons, parce que là, ce qu'on voit même clairement, les 5 sont présents. Ouais. Guillaume devait quand même vendre le projet à ses frères et sœurs. Ouais, ben oui, je parle de Guillaume, mais c'est le groupe Abatiello qui est rentré dans l'actionnariat. Fait que Guillaume a bien évidemment dû vendre le projet. Puis j'étais pas là quand il l'a fait, fait que je sais pas s'il l'a bien fait, mais ça a passé au conseil. Puis un des trucs qui avait été discuté au préalable, c'est que Eric est quand même bon pour tout ce qui est branding puis pousser une marque. Moi, je suis pourri. Moi, je suis un gars de technologie puis d'ordinateur. Puis eux sont excellents. Fait qu'on est comme, si on embarque ensemble, on veut utiliser votre machine marketing pour ce projet-là. C'est vraiment ça qu'on est allé chercher dans le groupe. Ben, je pense que n'importe qui au Québec qui réussit à avoir cette collaboration avec Salvatore puis exploiter justement la machine marketing pour pousser que ce soit un projet, un produit ou un service, peu importe c'est quoi, mais juste pour faire du marketing, c'est une force. C'est une force de promotion quand même immense. Ouais. Puis aussi, parce que, gars, c'est ça qui était impressionnant parce qu'ils sont 5. Puis j'aimerais ça même. Je serais curieux de voir vraiment c'est quoi, peut-être, vu qu'on en parle, de quoi il ressemblait la discussion entre eux. Juste voir vraiment s'il y en avait un des frères-sœurs qui s'est peut-être opposé, comme non, je ne vais pas embarquer sur ça, on a déjà trop de choses à gérer. Mais tu sais, comme quand on les voit exactement, il y a une photo qui est sortie de groupe au complet. Là, ils sont là les 5, puis toi avec toi. Il me semble qu'Éric Gravel n'est pas là sur cette photo-là. Non, c'est le cas. Puis ben, cette photo-là, entre autres, c'est qu'on était il y a un journaliste qui est venu nous voir le matin. Puis il nous a appelé comme à 9h. Il disait je passerai à 10-11h une entrevue avec vous sur Yubi. Puis à la fin de l'entrevue, il disait êtes-vous tout au bureau à 4h, j'ai envoyé un photographe. Là, Eric est à Montréal, il ne pouvait pas faire aller-retour. Oh, fait que c'est pour ça. Mais il nous a fait à la blague un montage de sa face au travers des nôtres. Là. En tout cas. Tu me le derrière comme je sais. Ouais, exact. OK, ben regarde, c'était une de mes questions évidentes, comment les Abatellos sont rendus. Fait que j'avais le soupçon de voir que oui, il y a des intérêts peut-être commerciaux pour Salvatore de se joindre parce qu'évidemment, ils sont en train d'utiliser un modèle d'affaires où est-ce qu'ils achètent l'immobilier commercial pour ouvrir leur resto. Fait que je voyais le sens derrière ça. Est-ce que, admettons, y a-t-il un projet justement commercial intégré dans Yubi aussi que eux, ça leur amène un avantage? Ou pour l'instant, c'est peut-être ça va rester plus dans le personnel? Le commercial s'en vient dans Yubi, mais ça n'a rien à voir avec la stratégie d'acquisition du groupe Abatiello. C'est totalement séparé. Là. Il n'y aura pas de mix de fait entre les deux business. Es-tu capable de parler du l'angle commercial qu'il va avoir cette plateforme-là? Parce que là, c'est un autre marché aussi là, que
Si vous dérangez déjà le marché résidentiel, là, le marché commercial, qu'est-ce qu'ils vont penser derrière ça? C'est une bonne question. On a passé moins de temps à l'étudier. Par contre, une fois qu'on a une plateforme capable de gérer des inscriptions résidentielles, c'est quelques heures de travail, puis ça peut gérer du commercial aussi. Mais je ne sais pas si la réaction va être plus forte ou moins forte ou pareil, là. C'est une bonne question. Ce Parce qui est que, sûr, c'est que ça arrive. ouais, ben, parce que moi, qu'est-ce qui me vient à la tête en ce moment? Une des grandes boîtes de immobilier commercial, c'est PMML. Mhm. Puis encore là, t'as des influenceurs dans, dans cette boîte-là qui ont énormément de voix. Ouais. Tu sais, puis là, faisons genre juste une hypothèse. C'est vraiment s'il y a une confrontation entre non, on veut pas. Il va y avoir les Abatello, tu vas avoir un Patrice Ménard d'un bord, peut-être un Luc Poirier l'autre bord. Ouais. Ça va être un gros show, là. Luc Poirier s'est déjà prononcé. On n'attendait pas sa réponse, mais il nous a donné une belle réponse positive sur ce qu'il pensait du projet. Mais tu sais, tu prends PMML en exemple, mais tu sais, PML sont tellement forts, là. Tu sais, je pense même pas qu'on peut ébranler leur modèle d'affaires, là. Tu sais, ils se sont fait une place dans le marché. Ouais. Tu sais, pour avoir suivi quelques présentations de Patrice sur des sujets immobiliers, c'est un gars de données, de processus. Tu sais, ses équipes sont bien montées, ils travaillent bien. Eux, ils auraient tout à gagner, tu sais, pour une visibilité additionnelle, là. Ouais, je pense pas qu'on pourrait ébranler son modèle d'affaires, là. Tu sais, c'est un bon courtier, là. Ouais, C'est non, une bonne justement. équipe de courtiers. Mais tu sais, je pense qu'aussi, vu que c'est une. Puis encore là, je sais rien, guys, donc corrigez-moi, tu sais, pour tous ceux qui sont en commercial, mais je peux imaginer le modèle d'affaires est un peu différent, la structure de lead aussi est complètement différente. Fait que peut-être si tu peux faciliter puis rendre genre vraiment la tâche plus facile pour, tu sais, juste tous les espaces commerciaux disponibles. Déjà qu'ils doivent avoir, eux autres, déjà, ils doivent avoir un répertoire de fou. Là, peut-être, tu leur en donnes une coupe de plus. Qui veut pas travailler plus intelligemment et plus facilement que. C'est certain. Mais l'avenir nous le dira pour le commercial. On est allé moins en profondeur sur cet aspect-là. OK. Intéressant. Ben, à suivre sur ce sujet-là. Tu sais, dans la petite période que ça existe, c'est quoi une des premières leçons que vraiment tu as appris, genre, dans tout ça, tu sais? Parce que contrairement à tous tes autres projets, ça doit être celui-ci qui doit avoir décollé le plus puis qui fait le plus, genre, de bruit. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est l'équipe, là. On en parle tout le temps, là, de l'équipe. Et il n'y a rien de plus vrai, là. Euh, Quoi de plus merveilleux que de pouvoir prendre un problème, le donner à quelqu'un et faire confiance que ça va se faire. T'assures un suivi que cette personne-là, il rentre dans les temps. Tu sais, le groupe Abatiello arrive avec 5 associés qui ont tous des forces qui sont très différentes. Puis en date d'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire exemple à Sébastien, je veux qu'on analyse ce flow-là pour l'expérience client. Puis c'est fait pour. Tu sais, c'est fait dans l'instant, là, puis c'est une expertise que lui développe depuis des années. Puis c'est pas un genre de profil que tu pourrais aller payer 50 000 par année pour qu'il travaille sur ton projet, là. C'est de l'or que tu as, là. C'est de l'or. Puis là, après ça, tu règles ce problème-là. Tu es comme, OK, ben maintenant, on veut partager tel message via nos communications. Tu vas voir Elisabeth, qui est une Elisabeth. machine de communication. Tu es comme, voici ce qu'on veut faire. Elle le prend en charge, puis c'est fait. Puis là, après ça, tu as des plans financiers, des aspirations financières. Tu vas voir Guillaume, tu es comme, hey, mon plan se tient-tu? Le gars fait des affaires depuis toujours, là. Fait que, tu sais, d'avoir une équipe de feu comme ça vaut de l'or, là. Puis en fait, je pense pas que le projet serait sur les rails aujourd'hui si c'était pas l'équipe derrière, là. Non, justement, tu sais, du moment que je pense la première fois que j'ai vu ça, ça fait quelques mois. Puis quand j'ai vu que justement les Abatello sont dans le projet, je peux juste imaginer, OK, t'as fait un pitch de vente de fou, là, pour, tu sais. Parce que je sais pas si c'est, tu sais, je voyais pas comment eux, c'était leur initiative à se relancer à un autre domaine, tu sais, l'immobilier. Peut-être parce qu'encore là, ils gèrent l'immobilier commercial, mais encore là, tu sais, ils ont-ils vraiment le temps, tu sais, de. Je vois plus que vraiment un groupe comme ça se mêler à un projet déjà qui est démarré, puis donner leurs deux sous plutôt que juste de Hey guys, on va lancer quelque chose de nouveau, complètement différent de ce qu'on fait. OK. Pour répondre à ça, là, ben honnêtement, je pense que j'étais juste trop craqué, là. Je sais pas pourquoi ils ont embarqué autant que ça. Puis je pense qu'ils ont vu, tu sais, l'opportunité au bout du projet. Puis je suis encore craqué, mais tu sais, je suis un entrepreneur qui est assez Ouais, ouais. motivé, là. Fait que je pense qu'ils ont jump in en disant lui, il est trop craqué, puis il y a de quoi au bout de son projet, puis on veut en faire partie.
Puis, tu sais, ça n'a pas été des longues semaines de discussion puis de négociation, là. Mais parce que ça, l'affaire, tu sais, moi, par expérience, quand je fais du développement d'affaires, tu sais, quand il y a plus qu'une, même plus que deux personnes dans lesquelles tu dois convaincre, il y en a tout le temps un qui va dire non. Puis cette personne-là, après ça, ça prend du temps parce que, admettons, s'il y en a deux qui sont intéressés puis une troisième personne qui refuse, mais ces trois personnes-là doivent s'asseoir ensemble puis vraiment, il y en a deux qui, s'ils croient vraiment, ils doivent essayer de convaincre la troisième personne. Puis ça crée genre vraiment une certaine friction. Fait que pour avoir 5 personnes pour embarquer dans un projet, il devait avoir quelque chose de genre magique dans leurs yeux où est-ce qu'ils ont vu comme, OK, c'est... Possiblement. Ben, si tu veux la réponse exacte, il faudra voir avec Guillaume. Bon, on va checker. Guillaume, ça, Guillaume, regarde, j'ai des questions pour toi. En ce moment, là, c'est clair. Là, j'ai compris c'est quoi que Yubi veut offrir, ou sinon c'est quoi le problème qu'il désire vraiment résoudre. Le gros sujet aussi, c'est l'appropriation des données. Ça, c'est vraiment où est-ce que je trouve qu'est-ce qui est plus scandaleux de la part des courtiers, c'est que quand j'ai vu l'argument de pourquoi énormément de courtiers sont en désaccord ou sont contre la plateforme, c'est que apparemment, puis là, j'ai discuté avec au gym pendant que j'étais avec une courtière, justement, j'ai posé la question, qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis elle me dit, tu sais, UB fait du vol de données dans lesquelles c'est illégal, puis nous autres, on a on a un contrat avec notre ordre où est-ce que toute information-là, dès qu'on a le listing avec nous, ça nous appartient, puis il ne peut pas se retrouver. C'est quoi l'argument derrière ça? C'est quoi, genre, comment vous gérez ça? C'est quoi Ben, la vraie, votre argument derrière ça? premièrement, là, la plateforme, on l'a tout orienté vers le client. Fait que le client, il veut quoi? Puis, Bon. comme prémisse de le client veut quoi, c'est rare qu'au bout de la ligne, tu te tombes. Puis, le client, ce qu'il veut, ben, côté vente, on l'a traité. C'est la base du modèle d'affaires d'avoir plus de choix, plus de contrôle, puis de décider quand il veut quel professionnel. Puis après ça, l'acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est une vue d'ensemble. L'acheteur, il veut tout voir ce qu'il y a à vendre. Mhm. Puis il n'aime pas ça, se promener d'une plateforme à l'autre. Ouais. Fait que nous, on s'est dit, bon, comment on peut offrir à l'acheteur une vue d'ensemble du marché immobilier sans contrevenir aux lois? Puis là, on a à ce moment-là, les avocats, c'est rendu mes bons chums. On est allé chercher des avocats dans une boîte de propriété intellectuelle qui se spécialise en tech puis en données propriété intellectuelle. Puis on leur a dit, voici ce qu'on veut faire, voici comment on pense pouvoir le faire, puis dites-nous, c'est légal ou pas. Puis là, on a avancé dans ce projet-là, puis on a développé une méthodologie qui est aujourd'hui un secret commercial, là. Puis là, ben, on s'est mis à publiciser ce message-là parce qu'on a trouvé comment le faire. Puis c'est à ce moment-là que, bien évidemment, ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de réactions du côté des géants de l'immobilier en disant « vole pas nos données ». Puis c'est à ce moment-là que les mises en demeure ont commencé à rentrer de dire « vole pas nos données ». Mais notre méthodologie, elle touche jamais à leur base de données. On n'a pas besoin d'accéder à leur base de données. Puis si tu as consulté la plateforme, tu vois que tout ce qu'on affiche, c'est l'adresse et le prix avec une position sur la map. On ne va pas chercher tes descriptions, on ne va pas chercher de photos, on ne va pas chercher les données du contrat de courtage. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit à un acheteur, à cet endroit-là, sur la map, telle adresse est à vendre, tel prix. Puis ça, pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est l'équivalent de se promener dans la rue et voir une pancarte à vendre. Fait que, la distinction entre ce qu'on nous accuse de faire, qui est. Puis si je reprends l'exemple de la maison, là, on nous accuse d'arriver devant la maison, entrer par infraction, tout ramasser ce qu'il y a à l'intérieur, puis s'en aller avec. Et techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe devant la maison, puis on dit « Hey, cette adresse-là est à vendre ». Puis pour ma part, je juge que si les gens de l'immobilier avaient juste pris le temps de nous appeler pour nous dire « Hey, dans quoi tu t'enlignes? Parce que là, on ne comprend pas ce que tu fais », on aurait pu avoir des discussions, mais l'histoire nous a dit qu'ils ont préféré envoyer une mise en demeure puis une injonction. Là. Parce que, moi, quand elle est allée en ligne, je suis allé voir justement pour mieux la comprendre. Ouais. Fait que, moi, j'habite dans la Rive-Nord, fait que je suis allé voir mon secteur directement. Puis justement, je voyais tous les spots. Fait que, je voyais qu'il y avait énormément genre de points bleus partout. Fait que je suis comme, oh shit, il y en a vraiment beaucoup. Mais une fois que j'ai commencé à plus aller en profondeur dans mon secteur, je voyais que si je voulais voir cette maison-là, par exemple,
Admettons, tu sais, il y avait la barre de recherche, j'ai rentré toutes mes informations, puis ça ne disait rien. Mais si j'allais, peut-être, je cliquais sur la petite bulle, je sortais, puis je m'en allais vraiment vers la page du courtier. Fait que si je Ouais, comprends bien, dans le fond, la plateforme, elle va chercher les URL, puis elle les met dans une map. ouais, elle dit à l'acheteur, à cet endroit-là, il y a cette adresse-là à vendre tel prix. Puis après ça, on redirige l'acheteur vers le propriétaire de la fiche là, pour qu'il puisse consulter les détails de la fiche. OK. Fait que ce qu'on fait pour, exemple, un courtier immobilier qui a un listing chez nous, c'est qu'on y apporte un client supplémentaire pour voir les détails de son listing. Je comprends. Puis, honnêtement, maintenant que tu l'expliques, je vois pas le vol de données exactement. C'est genre un listing. Puis ça doit être légal. C'est là que tu as des avocats. Fait qu'ils t'ont dit comme, ouais, tu peux aller prendre le URL. Puis, parce qu'en bout de ligne, comme je dis, j'ai cliqué, j'ai vu la maison, mais je suis tombé dans la page, dans le site web du courtier. Ouais. C'est quoi la relation par rapport à, mettons, Centris et du proprio, une fois que ça arrive? Parce que je connais pas les prémices à 100% de ces plateformes-là, mais ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que tout ce qui est sur Centris, c'est sur Centris. Tout ce qui est sur proprio, c'est sur proprio, puis ne devrait pas être à l'extérieur. Mais toi, techniquement, ta plateforme, tu peux aller chercher le URL, mettons, du Centris. En fait, on ne touche jamais à leur système. On n'a pas besoin d'aller sur leur site web. Puis ce qu'eux nous ont reproché, c'était de prendre le contenu des fiches produits. Fait que, tu sais, aller chercher les photos, aller chercher les descriptions. Et ça, c'est de la propriété intellectuelle. Clairement, on ne peut pas le faire. Puis c'est là-dessus qu'ils ont poussé une injonction. Du proprio a envoyé une injonction, Centris a envoyé une injonction, nous disant touchez pas à notre contenu. Puis nous, on leur a dit on ne touche pas à votre contenu. Puis la clôture de cette journée-là en cours, c'est une entente avec Centris et du proprio qui est confidentielle. Fait que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas aller là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on a une Fait entente il y a confidentielle quelque avec chose qui a Centris été et du proprio. réglé légalement. Ouais, entre parties. Fait qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de gagnant ou de perdant de cette journée en cours-là. Il y a juste eu une entente entre les trois entités qui est confidentielle. C'est quoi la crainte, admettons, de Centris et du proprio quand vous êtes arrivé? Parce que s'ils auraient fait un peu de recherche, puis ils auraient vu avec leur avocat et même peut-être leur directeur TI, ils auraient vu quelque part d'autre, techniquement, ils ne sont pas en train de... Mais les autres, ils ont juste réagi comme très émotionnellement. Je suis pas dans leur peau, puis je peux pas parler pour eux, mais historiquement, c'est toujours des entités qui ont été très agressives du côté légal. Il y a beaucoup d'histoires de start-up dans le monde de l'immobilier qui sont mortes à cause d'injonctions envoyées par la PCQ, Centris ou ces acteurs-là. Fait que je pense que c'est peut-être leur méthodologie d'être agressif côté légal là, pour aller voir ce qu'il y en est, mais je peux pas parler pour eux. OK. Tout ce que je peux dire, c'est que de notre côté, on a vu la jurisprudence du passé, puis les cas des autres startups qui sont décédés, puis on savait dans quoi qu'on s'en allait, puis on était bien préparés. Là. Fait que tu dois connaître la plateforme GoCasa. Oui, absolument. Fait que c'en est un parmi plusieurs, j'imagine. Tu sais, Combien de personnes se sont essayées? je pourrais pas te donner un nombre, je le connais pas exactement, mais tu sais, si tu prends GoCasa, eux, ils ont regroupé tous les listings immobiliers, incluant les photos, les descriptions, les logos des entreprises qui les affichaient. Puis tu sais, la loi prévoit pour la propriété intellectuelle des montants qui sont prédéfinis pour pas qu'il y ait à être négocié en cours à chaque fois. Fait qu'une photo vaut entre 500 et 2000 dollars de OK. dommages à la personne qui détient les droits de cette photo-là. Fait que GoCasa, s'ils sont allés chercher 60 000 listings contenant des photos, en moyenne 20-30 photos, fait 60 000 fois 20 fois 500 pièces. C'est ça à quoi ils devaient OK. répondre dans le cours. Là. Fait que dans le fond, GoCasa, ils ont comme scrape les Ouais, ils sites sont partis web, avec puis toutes les après, ils ont données. juste upload ça sur leur plateforme. Ouais, exact. Contrairement à vous, si je le comprends bien de ma façon très genre dum-dum, juste aller chercher peut-être un URL puis tu juste Ouais, l'exposes dans un mais map. la meilleure image, c'est que tu passes dans la rue, tu vois une maison à vendre. OK, parfait, je comprends. Puis par rapport à cette situation-là de GoCasa, ça a été c'était déjà analysé, que tout le Ouais, monde l'a vu, ce modèle-là, comme OK, on ne peut pas faire de cette façon-là. absolument. Je peux pas te dire le nombre de jurisprudences que j'ai lues dans les derniers mois. C'est assez élevé. Ah ouais, c'est une nouvelle. Comment? C'est une nouvelle parce que gars, je voyais que genre Guillaume, c'est qui. C'est Guillaume? Je pense que c'est Guillaume qui devait juste allumer son foyer avec, là, ou Seb. Ah, ça, c'est les mises en demeure, mais la jurisprudence, c'est les journées en cours des cas passés. Par OK. exemple, GoCasa devant telle entité, ça, c'est documenté.
Là, j'ai demandé à mes avocats de sortir toute cette documentation-là des journaux en cours des autres entreprises qui n'ont pas réussi à passer à travers. Puis ben, je les ai toutes lues. OK. Toi ou les avocats? Les deux. Les deux? Shit. OK, fait que toi, tu dois payer quand même beaucoup en avocat, là, sur... on va Ouais, t'assurer que comme je te disais, c'est rendu des chums. OK. Bon, en ce moment, tu sais, dans ce scandale-là, c'est beaucoup, tu sais, dans les gros arguments que j'ai vus, cette ouverture-là de innover ou ce manque d'ouverture-là, d'innovation qu'on peut percevoir récurremment se passer quand quelqu'un vient déranger. Tu penses que c'est une mentalité québécoise? C'est-tu quelque chose que, tu sais, vraiment, on doit absolument le faire? Le statu quo, est-ce qu'il fait mal à l'innovation au Québec? Selon toi, qui est dans une position où est-ce que, encore une fois, d'autres personnes sont essayées, ils ont échoué, mais vous, là, en ce moment, vous avez l'air d'avoir les reins solides et une équipe aussi qui peut se permettre, là. Euh, comment tu vois l'innovation face à le statu quo québécois de perturber un monopole? C'est sûr que au Québec, on est tout le temps en retard un peu. Là. Puis c'est un modèle qui existe ailleurs dans le monde. Puis je vois pas pourquoi il serait pas viable ici. Là. Je ne sais pas si c'est la façon dont le Québécois moyen voit l'innovation, mais je pense que dans notre cas, ce qui a causé le plus de réticence, c'est qu'on a fait beaucoup, beaucoup de bruit avant même d'être ouvert. Puis quand les gens ne savent pas, ça fait peur. Mm. Fait que, tu sais, bien qu'on essayait de l'expliquer, puis là, j'apprends sur les réseaux sociaux tranquillement, là, mais un vidéo que Guillaume va envoyer chez quelqu'un va faire 2 millions de vues ou comme 1 million de vues. Puis une vidéo où on explique vraiment ce que la plateforme fait va être vue comme 2000 fois. Fait que j'avais l'impression que le message partagé de manière globale ou celui qui a le touché le plus de gens contenait pas tous les détails de comment la plateforme peut fonctionner. Parce que c'est pas ça qui intéressait les gens dans ce type de plateforme-là. Ce qui fait que avant d'être ouvert, il y avait toutes sortes d'histoires. Là. Il y avait des groupes Facebook de courtiers immobiliers dans lesquels ils inventaient des trucs qui n'ont jamais existé sur la plateforme. Ou ils disaient qu'on allait prendre des pourcentages de commission ou justement qu'on volait toutes les données. J'ai même essayé d'accéder à ces groupes-là parce que je suis encore courtier immobilier. Là. J'ai encore une licence de courtage. Puis, entre autres, il y avait un groupe Facebook qui était seulement dédié aux courtiers immobiliers pour échanger sur la profession. Puis là, j'ai appris par d'autres courtiers immobiliers qui nous suivent que ça parlait de nous autres dans ce groupe-là. Puis là, je me suis dit, ben, je vais aller m'inscrire puis je vais aller répondre aux questions. Je suis le mieux placé pour répondre à ces questions-là. Puis on me refusé l'accès. Oh, wow. Et ouais, fait que là, j'ai écrit à l'administrateur. J'ai dit, j'ai fondé Yubi. Je sais que ça parle beaucoup de notre entreprise dans votre groupe. Puis j'aimerais ça aller y répondre respectueusement pour que les gens soient informés. Puis ben, il m'a bloqué personnellement. Puis il m'a bloqué du groupe aussi. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, rester dans l'ignorance, là. Puis, Mais tout ça pour dire que je pense que c'est le manque d'information qui fait que les gens avaient peur de notre plateforme. Puis une fois en ligne, ben là, ils vont pouvoir aller la tester, ils vont pouvoir la voir, ils vont comprendre le modèle d'affaires, puis ça va être beaucoup plus clair pour tous ces acteurs-là. mais c'est ça que je trouve un peu plate, vraiment, justement, qu'on a un statu quo ici, le Québec. Tu sais, techniquement, on devrait être une société hyper avancée, mais je trouve qu'il y a un système qui ralentit énormément, probablement la bureaucratie. Fait qu'il faut faire énormément d'étapes pour faire ci, ça. Je trouve aussi cette mentalité-là où est-ce que je trouve qu'il y a la mentalité société d'État qui, admettons, dans le cas de l'immobilier, influence, c'est vraiment comme, mettons, l'immobilier. On dirait que ce que j'ai appris avec tout ce qui se passe, c'est que, ah, mais là, il y a juste, c'est moi puis personne d'autre. C'est possible, puis je suis pas assez calé en études de la société pour te dire certaines statistiques, là, mais au Québec, on est quand même assez poussé en tout ce qui est start-up, puis va voir des centres de recherche. À Québec, il y a de l'optique photonique, il y a de l'intelligence artificielle, puis on crée beaucoup de business de ça, puis le gouvernement, il pousse beaucoup d'argent aussi aux entrepreneurs qui font des recherches avancées en tech ou en physique pour créer ces projets-là, puis monétiser des entreprises qui utilisent des percées technologiques. Mais tu as raison que c'est commercialisé la majorité du temps à l'international et non localement. Puis, je pense c'est que peut-être plus le client qui n'est pas prêt à accepter ça, mais on est quand même bon au Québec pour innover et en faire des business. Non, définitivement, on a tellement, genre, je trouve que, je l'ai déjà mentionné dans d'autres cas,
moi étant, tu sais, vraiment d'une famille immigrante, tu sais, on est immigré, moi je suis arrivé ici à 1 an, tu sais, pour que ma mère ait choisi cette place-là dans la planète pour faire sa vie et espérer avoir un meilleur avenir, je trouve que c'était comme le toucher dans le mille. Parce que maintenant, je suis plus mature, les ressources que j'ai, tu sais, l'éducation que j'ai gagnée, tout qu'est-ce que la liberté que j'ai eue, comme on dirait que tu retrouves pas ça nulle part d'autre dans la planète. Malgré que, tu sais, oui, il y a peut-être d'autres places qui donnent énormément plus d'accessibilité, on pourrait dire, mais néanmoins, juste pour dire que on est fortuné d'être ici, mais quand tu habites ici, on dirait que c'est là que tu commences à voir toutes les frictions, les freins, juste comment, genre, une mentalité aussi, rentrer les choses, tu sais, comme on peut le voir, où est-ce que comment la distribution de la richesse, elle est faite. Des fois, on dirait que c'est juste lancé juste parce que ça, c'est la direction que tout le monde s'en va, ben on va mettre l'argent là juste pour se réaliser que énormément d'entreprises sont plantées. Mais tu sais, il y a énormément aussi d'autres fleurons aussi qui sont en train de juste changer énormément de choses. Tu sais, comme je pense à une période de temps, il y a quelques années, on était le centre, le hub de l'intelligence artificielle au monde. Puis pour telle raison, on dirait qu'on a perdu ce statut-là parce que tout a viré vers la Chine puis les États-Unis. Mais comment ça se fait que on a un gros centre ici, vraiment, où est-ce qu'on le faisait? Puis tout le monde parlait comme c'était à Montréal que ça se passe ça, mais aujourd'hui, je trouve que il est où? Pourquoi on n'a pas. Pourquoi le Canada, par exemple, n'a pas investi davantage pour un chat GPT? Tu sais? Ouais, c'est des grosses questions. Ben, je peux dire qu'on est encore fort. Puis tu sais, c'est totalement hors contexte, là, mais un truc qui fait qu'on peut être bon en intelligence artificielle ou en gestion de données, c'est que ça prend énormément d'énergie, gérer des centres de données, puis tu sais, permettre le computing de l'intelligence artificielle. Puis ici, ben, on a de la belle énergie verte. Fait que c'est Ouais. sûr qu'on est bien placé côté énergie pour répondre à ce type de projet-là. Mais pour finir sur ta question, tu sais, c'est quoi qui fait que le client réagit fort ou est-ce que le Québec n'est pas prêt au changement? Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'attendre non plus. T'sais, si nous, on est prêt à innover puis on a une idée qui avantage le client dans un X secteur, il faut qu'on le fasse, on le lance, on met une plateforme en ligne, on récolte les feedbacks, puis nous, il faut qu'on avance. Je ne pense pas que l'entrepreneur il peut attendre après le marché pour pousser l'innovation. Là, je pense que l'innovation doit venir des entrepreneurs, puis après ça, il doit la mettre dans le marché puis bien commercialiser cette innovation-là. Je pense pas que c'est les courtiers immobiliers qui auraient dit on veut ce nouveau modèle d'affaires-là. Un entrepreneur doit se lever, le mettre sur pied, le commercialiser, puis après ça, l'adapter en fonction du feedback client. Mais je pense pas qu'il faut attendre après le marché pour pousser de Non, l'innovation. 100%. Puis c'est ça un peu le rôle de l'entrepreneur, c'est justement de voir un besoin qui n'est Mm. pas exploité, bâtir quelque chose autour de là, puis justement répondre à la demande. Puis à ce moment-là, tu commences à créer l'offre et la demande. Puis il faut le faire. Il faut encourager. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai un énorme plaisir à rencontrer des gens comme toi qui dérangent. Parce que même moi, dans mon petit monde à moi-même, je trouve que je dérange. Ou est-ce que, tu sais, je fais pas énormément genre de bruit comme toi, mais je trouve que je suis en train de même influencer certaines choses à changer dans la matière, que comment c'est fait dans ce propre domaine-là dans lequel j'ai aucun rapport. Tu sais, si on prend un peu le. Pour pas rentrer trop dans ce détail-là, tu sais, il y a eu le scandale de Guillaume dernièrement. C'est un Ouais, je pensais que tu entrepreneur qui vient se donner son opinion sur un domaine qui n'a aucun rapport. Mais il a ouvert la conversation. Puis, tu sais, par défaut, beaucoup de gens disent qu'ils n'ont aucun rapport dans ça, mais sont énormément impliqués dans la culture, par exemple. Puis je trouve que c'est le rôle de l'entrepreneur qui doit faire ça. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivé ici dans ce domaine-là, qui est les médias, par exemple, j'avais rien à faire ça. C'est pas ça là, que j'ai étudié. C'est pas ça que je me suis perfectionné ou j'ai maîtrisé. Je suis un gars de marketing qui est ici pour justement voir les opportunités, puis commercialiser, puis bâtir des relations. Je suis rentré dans ce domaine-là où est-ce que rapidement je voyais des lacunes, puis je me dis comme OK, ben peut-être j'ai une façon de voir les choses où est-ce que OK, on va pas s'en aller dans cette direction-là, on va le faire cette direction-là, mais on dirait que personne va dans cette direction-là. Je me pose la question pourquoi? Ouais, puis je pense que c'est propre à chacun, mais je pense que les entrepreneurs qui ont du succès sont capables d'entendre la vraie vérité ou la vérité qui fait mal, tu sais, puis l'apprendre, travailler de manière constructive, puis améliorer ce qu'il fait. Tu sais. Fait que Guillaume qui tient un propos sur la culture, qui vient d'un milieu
qui ne touchent pas la production télévisuelle ou les théâtres ou tout ça, c'est sûr que ça fait réagir. Je comprends que ça fait réagir, mais je pense pas que le fond de la pensée est faux. Tu sais. Puis quelqu'un qui reçoit ce message-là, peut-être que ça n'a pas rapport et qui se dit ça va très bien nos affaires, mais présentement, si je fais le parallèle avec Yubi, là, on reçoit énormément de critiques. Puis il y a des gens qui disent c'est de la merde pour ça, 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 ça. Ben, si c'est la vérité, là, que ça, c'est de la merde, nous autres, il faut qu'on fasse de quoi avec ça? Il faut qu'on s'adresse les manches, il faut qu'on fasse un plan d'action, il faut qu'on règle le problème. Fait que, moi, je le vois plus dans le sens où si tu as une business, puis j'inclus la culture dans la business, là, puis quelqu'un te dit la vérité qui fait mal, ben, il faut que tu t'adresses les manches et tu te dises, OK, ben, comment j'attaque cette vérité-là? Parce que c'est vrai, tu sais. Puis Ouais. je suis pas en train de dire que tous les propos de Guillaume sont vrais, mais s'il y a un fond de vérité qui parle à un producteur, ben, moi, je pense qu'il devrait se retrousser les manches et dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Puis tu sais quoi, il y a énormément de personnes aussi que j'ai abordé ce sujet-là, tu sais. Puis voir, tu sais, j'ai eu une invitée dernièrement qui est dans production télévisuelle depuis genre 16 ans. Je lui posais la question, comment ça fonctionne? Puis même elle, elle disait que, tu sais, elle voulait s'en aller dans le web, mais la maison de production ne voulait pas. Pourquoi? Mm. Encore là, je pense que c'est juste le placement, le financement, où est-ce qu'il est disponible. C'est Mais anyway. possible. Ben, je connais pas ce marché non plus. Exactement. Moi, je le connais pas, mais je vois juste que, mais peut-être on pourrait faire les choses différemment. Dernière question que j'aurais, tu sais, avec toute la médiatisation que vous avez reçue sur ça, pensez-vous que c'était la meilleure stratégie de faire du bruit à la Salvatore, par exemple, de la façon qu'ils font, tu sais, en générant le maximum d'impressions, de vues sur toutes les plateformes, ou penses-tu que, étant donné un domaine un peu plus dinosaure, où est-ce que les choses doivent se consommer plus légèrement et non sur une vidéo de 30 secondes, il y aurait une autre façon qui aurait dû être faite? Non, moi, je pense que c'était la meilleure façon. Puis si je fais référence, mettons, si tu t'intéresses à la business, tu as peut-être lu le livre de Lean Startup. Là. Ouais. C'est comme tu mets MVP en ligne, voici ce que c'est la plateforme à sa plus simple expression, puis là, tu récoltes les feedbacks, puis après ça, tu l'améliores avec les feedbacks. Mais tu sais, pour avoir des feedbacks, il faut que tu aies des utilisateurs. Pour que tu aies des utilisateurs, il faut que tu aies des gens qui sont intéressés. Fait que là, nous, on a intéressé un foutu paquet de gens. On a mis MVP en ligne. Puis le fait qu'on ait fait autant de bruit avant, puis qu'autant de personnes s'y aient intéressées avant qu'on ouvre, dès qu'on a ouvert, on a eu beaucoup d'utilisateurs, on a eu beaucoup de feedback, puis l'équipe de développement a travaillé très efficacement à améliorer la plateforme. Et je pense que c'était la meilleure façon de le lancer. OK, dernière question pour vrai. C'est pas trop confidentiel. Quand vous avez ouvert la plateforme, c'est quoi les stats en termes de trafic, même durée sur le site web? Y a-tu le returning visitor, par exemple? Ça ressemble à quoi, juste ces métriques-là? Ceux-là que j'ai en tête, là, je vais te les sortir du vendredi. Ben, mettons, c'était pas le vendredi, mais du premier soir de lancement qu'on ne l'a pas dit à personne parce qu'on voulait un soft launch pour s'assurer que la tech allait suivre. Aller jusqu'à 2 jours après, c'était 130 000 visiteurs. Après ça, on était rendu à Le soft launch à 130 000. Ouais, 130 000 OK, visiteurs. quand même. Ouais, mais ça a déjà, tu sais, dès qu'on l'a Ouais, ouvert, ouais. ça a fait du bruit sur Fait les que réseaux tout le sociaux, monde puis tout le monde est attendait, là. allé. Après ça, on a 5000 utilisateurs qui sont connectés. À ce moment-là, quand on prenait les stats, dans les dernières 24 heures, il y avait 1200 utilisateurs qui avaient interagi avec la plateforme. On a on est à 1200 quelques professionnels qui travaillent avec nous. On a reçu, je pense, autour de 150 ou 160 demandes de soumission de courtiers. Puis il y a 2500 courtiers il y a 2500 soumissions qui sont parties de courtiers vers des clients. Puis on a fait les premiers matchs 3 ou 4 jours après. Fait que la plateforme a été utilisée à créer des vrais matchs, à accepter des vraies maisons en quoi 3 jours. Là. Puis le match, c'est une vente ou c'est juste genre vraiment une C'est un collaboration? match. C'est un client qui est OK. matché avec un courtier. Fait que là, c'est une question de temps avant que peut-être les premières ventes commencent à rentrer, on pourrait Ouais, dire. ben nous, on perd le tracking. Quand le client il devient matché avec un courtier immobilier, ben là, ça devient client du courtier immobilier, puis lui gère comme tout autre client. Fait que nous, on perd le tracking autre que la satisfaction. Là. Mais fait qu'admettons, du moment que, est-ce que vous surveillez du moment qu'admettons ce listing-là, OK, il y a eu un match avec ce listing-là, Ouais. du moment que ce listing-là se retire de la map, techniquement, la vente est faite. Où il est expiré, où il a décidé de ne plus vendre. T'sais, nous, on perd le tracking, mais on va juste suivre le client pour s'assurer qu'il est satisfait. OK. Fait que le client va finir par nous le dire, s'il a vendu ou pas. Mais nous, on ne fait pas le tracking de ces événements-là pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais tu sais, admettons, est-ce que vous faites
avez-vous commencé à faire un genre de démarche avec le client, voir monitorer justement le taux de succès de ce type de plateforme-là, de relation, parce que ça va être intéressant peut-être. Ça a commencé. Puis pour les premiers clients, vu que c'est super important, puis c'est eux qui nous donnent le feedback dont je te parlais tantôt pour améliorer notre plateforme, c'est tous des suivis au téléphone. Fait que nous, on a fait sortir des listes de ce client-là, il est rendu à cet événement-là, ce client-là, il est rendu à cet événement-là, ce client-là, il est rendu à cet événement-là. Puis on a une équipe à l'interne qui les appelle, qui s'assure que ça se passe bien, qui récolte leur feedback. OK. C'est le plus important. Là. Tu mets un MVP en ligne, tu récoltes les feedbacks puis tu l'améliores. C'est ça la méthodologie. Fait que, les feedbacks, il faut aller les chercher là, le plus rapidement possible. OK. Fait que c'est quoi l'avenir par la suite? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un positionnement ou est-ce que Centris, Superprio et UB vont être vraiment dans la conversation? Tu penses-tu que Centris et Duproprio, peut-être, ils vont changer un peu la façon de voir les choses? Puis, tu sais, quelque chose que j'ai écrit sous un commentaire à Elisabeth, par exemple, où est-ce qu'elle parlait justement de la compétition, ben moi, mon commentaire, j'ai écrit la compétition allume l'innovation. Fait que techniquement, ces plateformes-là devraient commencer à revoir maintenant, même devraient être en mode embauche de tech pour voir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Tu sais, tantôt, je te disais, on n'attend pas après le client pour pousser de l'innovation puis que ça doit venir de nous. Ben encore là, nous, on s'en fout de ce que Centris et Duproprio va faire. Là. Nous, notre idée, c'est ça. Le feedback qu'on prend, c'est lui du client. Nous, on avance. Puis après ça, si tu veux rester compétitif, il faut que tu t'adaptes. Là. Je peux pas parler pour eux, là, mais c'est sûr que nous, on fait bouger les choses. Là. Puis nous, on ralentira pas, puis on n'attend pas de voir ce qu'eux ils font pour bouger. Là. Nous, on fait notre plan, on améliore notre tech, on prend le feedback de nos clients, puis nous, on ralentit pas. Là. Peu importe qui s'ajuste ou pas. Là. OK. Ben, Antoine, ça fait un plaisir. Ben, Je suis content que tu es venu peut-être clarifier certaines choses que on va pouvoir partager. Puis justement, peut-être juste au moins piquer la curiosité de Ah, c'est pas comme ça. Tu sais, l'argument de le vol de données, moi, ça me clarifie, surtout même comment la plateforme elle est faite. Là, je comprends beaucoup mieux. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça qu'on a besoin. Il faut être ouvert à la discussion. Puis moi, c'est quelque chose que je prône énormément étant vraiment dans les médias, c'est qu'il ne faut pas juste se limiter à nos convictions, mais être ouvert à qu'est-ce qui se passe. La seule façon qu'on peut avancer, c'est qu'on ait des discussions saine et ouverte. Ouais. Il faut aussi accepter les arguments, il faut accepter les désaccords. Puis je pense que, tu sais, vraiment, on est en train de faire des pas dans lesquels on peut, tu sais, avoir ces discussions-là, le partager, puis en espérant que d'autres personnes vont peut-être OK, je comprends. Ben, merci beaucoup de l'invitation, ça a fait plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Et, guys, on se voit au prochain épisode. Yellow Sea Podcast. Cool.